Signe de détente en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes commencent à lever leurs barrages malgré la fusillade qui la nuit dernière a fait 9 morts et 3 blessés graves, tous Kanaks. Pour la première fois en Corse, importante manifestation silencieuse contre le terrorisme et le séparatisme. 30 à 40 000 personnes ont répondu à l'appel de la plupart des partis politiques. Massacre à l'aéroport de Téhéran, les pirates de l'air ont abattu 4 passagers ce matin, ils en ont libéré une vingtaine d'autres. Soulagement pour les fumeurs parisiens, le centre de la Ceuta de la Plaine Saint-Denis débloqué par les grévistes. L'approvisionnement va pouvoir reprendre, mais les mouvements de grève continuent. Madame, monsieur, bonsoir. 9 morts, 3 blessés, tous Kanaks. C'est le bilan de l'affrontement le plus grave qui ait eu lieu jusqu'ici en Nouvelle-Calédonie entre indépendantistes et Caldoches. Les circonstances de la fusillade qui a eu lieu la nuit dernière à Yenguéné sur la côte Est restent confuses. Embuscade tendue par les Européens, disent les indépendantistes. Autodéfense, disent les Caldoches. Malgré ce tragique incident, les indépendantistes répondant à l'appel d'Edgar Pisani ont commencé à lever leurs barrages une fois libérés les 17 militants qui avaient été emprisonnés à Nouméa. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Patrick de Carolis et Jean-Michel Mercurol. Depuis ce matin, toute la Nouvelle-Calédonie est traumatisée. Ces cercueils, ce sont ceux des 9 Mélanésiens indépendantistes abattus lors de la fusillade de Yenguén. Parmi eux, les 2 frères de Jean-Marie Djibaou, président du gouvernement provisoire. À l'heure qu'il est, il est encore difficile de trancher entre les 2 versions contradictoires de cette fusillade. Pour certains témoins, ce serait pour arrêter une exaction indépendantiste qu'un groupe d'Européens aurait tiré. Au contraire, pour le FLNKS, c'est-à-dire le Front de Libération Kanak, c'est dans une véritable embuscade que seraient tombés les indépendantistes. En signe d'apaisement, Edgar Pisani a annoncé ce matin par communiqué la mise en liberté provisoire de 17 détenus indépendantistes. Ce geste a été immédiatement suivi par la décision du FLNKS de lever la totalité des barrages sur le territoire. Bien qu'un drame soit intervenu entre-temps, l'engagement du président Djibaou sera tenu. Les prisonniers politiques ont tous été libérés. Les barrages, comme tous les autres obstacles à la discussion, doivent être levés. Ça sera fait d'ici la fin de la journée. Quand vous dites, M. Yewene, que tous les autres obstacles également, cela veut dire que les gendarmeries vont être libérées? Oui, je pense aux gendarmeries, je pense aux mairies, et je pense à d'autres obstacles qui ont été mis en place par le FLNKS. C'est donc vers Thio en particulier que les regards se tournent à présent. Thio, où le leader, Éloi Machoro, se trouve toujours à la tête de plusieurs centaines d'indépendantistes. Acceptera-t-il de suivre les consignes du FLNKS? Pourra-t-il maîtriser ses hommes? Rien n'est moins sûr, tant l'émotion est grande dans les tribus. La politique du gouvernement en Nouvelle-Calédonie continue de nourrir les critiques de l'opposition. Le CDS Pierre Méhaignerie met le gouvernement en garde contre l'extension des tensions à d'autres territoires. Selon l'UDF Michel Poniatowski, nous avons le plus mauvais gouvernement depuis 200 ans. Fin de citation. François Léotard, lui, parle de tentative dérisoire de survie politique du gouvernement. Les Corses se sont rassemblés en foule ce matin à Ajaccio pour protester contre le terrorisme et le séparatisme et manifester aussi leur lassitude après les graves incidents du week-end dernier. 50 000 personnes selon les organisateurs, 30 000 selon la police, avaient répondu à l'appel de toutes les formations politiques de l'île, à l'exception des communistes, des autonomistes et bien sûr des nationalistes. Sur place à Ajaccio, Dominique Thiers. Une seule banderole ce matin dans l'immense cortège de solidarité et de protestation contre la violence à Ajaccio. Une banderole, symbole du rassemblement des Corses, toutes tendances confondues. Côte à côte, du jamais vu dans l'île. Les élus RPR, UDF, radicaux, socialistes et Front National. Seuls le PCF, les nationalistes et les indépendantistes sont absents. Union sacrée contre la violence, Jean-Paul de Rocasser, le président de l'Assemblée régionale, en tête du défilé, a négocié de longues heures pour que la quasi-totalité des partis politiques soit ce matin dans la rue. La Corse veut rester française, la Corse veut rester libre, la Corse en a assez du terrorisme et des menées séparatistes. Bravo. Très bien. Bravo. Bravo.
Ce que nous sommes venus réaffirmer aujourd'hui, c'est notre attachement à la démocratie, notre attachement au débat des idées, et nous pensons qu'en Corse, la solution politique du problème corse passe par le rétablissement du débat démocratique. Certains voient les prémices d'une nouvelle ère politique. D'autres n'y voient qu'un simple sursaut après les événements dramatiques de dimanche dernier. Mais 20 000 ou 30 000 personnes ont marché silencieusement à travers Ajaccio ce matin, alors que la plupart des communes de l'île avaient mis leur drapeau en berne et que la quasi-totalité des commerces avaient baissé leurs rideaux. Le président de l'Assemblée régionale corse avait organisé cette opération île morte le matin même des obsèques du CRS Stéphane Zvigon, tué à Bastia dans la nuit de samedi à dimanche dernier. La cérémonie émouvante a eu lieu ce matin à Troyes, dont il était originaire et où est basée sa compagnie de CRS. Le directeur général de la police nationale, Pierre Verbrugge, qui assistait à cette cérémonie, a rappelé à cette occasion que la France n'est pas à l'abri du terrorisme. Massacre ce matin à l'aéroport de Téhéran. 4 hommes, peut-être 5, ont été abattus à bout portant. Les 4 pirates de l'air qui, depuis lundi dernier, détiennent en otage les passagers d'un avion koweïtien qu'ils avaient détourné sur la capitale iranienne. Les 4 pirates de l'air ont tragiquement prouvé encore une fois qu'ils étaient prêts au pire. Isabelle Béchler. Dans la carlingue de l'Airbus, les otages continuent d'avoir peur. Ils doivent même avoir de plus en plus peur. Car selon un otage pakistanais libéré hier, je le cite, le chef du commando est très intelligent, inquiétant, imprévisible, lunatique. Lunatique certes, mais tragiquement déterminé aussi. À l'aube, il décidait d'abattre un otage koweïti devant l'échec des négociations avec la tour de contrôle. 2 heures plus tard, c'était le tour d'un Américain qui fut abattu devant la porte de l'appareil. Ici, c'est un mécanicien navigant koweïti qui descend sur une civière. Il doit être soigné pour des troubles cardiaques. Mais les pirates ont exigé qu'il remonte à bord une fois traité, faute de quoi ils exécuteraient le commandant de bord. Les pirates n'en sont pas à une preuve de machiavélisme près. Plus tard, ils vont convoquer un photographe iranien pour faire des images de leurs 2 victimes du matin. Le photographe ne verra que leur visage, les 2 corps sont cachés par une couverture. Quelques heures plus tard, nouveau coup de feu sur la passerelle et nouvelle victime. Il s'agit d'un otage qui avait tenté de fuir malencontreusement. Quelques minutes plus tard, les pirates conduisent un autre otage à la porte, celui-ci aussi sera abattu. Puis les terroristes menaceront à nouveau de faire sauter l'appareil. Le huis clos sanglant se poursuit donc sur la piste de l'aéroport de Téhéran-Mehrabad. Ce soir, une vingtaine de passagers ont été libérés, mais l'appareil reste immobilisé sur la piste. Ces pirates de l'air sont des Palestiniens qui se réclament d'une organisation mystérieuse, une de plus, l'organisation du 17 septembre, date anniversaire des massacres de Sabra et de Shatila. Daniel Lecomte. Décembre 83. Des voitures piégées explosent devant les ambassades des États-Unis et de France, ainsi que sur l'aéroport. Les auteurs de ces attentats se réclament de la djihad islamique. Peu de temps après, ils sont arrêtés et condamnés. C'est pour obtenir leur libération que les pirates de l'air ont exécuté plusieurs otages aujourd'hui à Téhéran. Difficile pourtant de dire qui sont les auteurs de ces exécutions. On a soupçonné au départ la djihad islamique, on parle maintenant de Libanais chiites appartenant à l'organisation responsable des attentats commis à Beyrouth l'an dernier contre les contingents français et américains. À vrai dire, personne ne se fait d'illusions en pareil cas. Ce sont généralement les mêmes individus qui agissent sous le couvert d'organisations différentes pour le compte de certains États de la région. Selon la presse koweïtienne, ce dernier détournement serait l'œuvre de services iraniens. Objectif, faire pression sur Koweït pour le dissuader d'aider l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Le récent rapprochement entre l'Irak, la Jordanie et l'Égypte inquiète Téhéran. Et la toute nouvelle alliance entre l'OLP de Yasser Arafat et Hussein de Jordanie indispose la Syrie. Il y a 2 jours, un diplomate jordanien était assassiné à Bucarest. Aujourd'hui, plusieurs otages sont tués froidement à Téhéran. C'est peut-être là la première conséquence de ces changements politiques au Moyen-Orient et le début d'une nouvelle vague d'attentats dans la région.
En Inde, à Bhopal, les victimes de la terrible fuite de gaz toxique survenue lundi dernier dans une usine d'Union Carbide, les victimes continuent de mourir dans d'atroces douleurs. Selon les médecins, 2500 personnes au moins auraient déjà succombé. Les archives de l'usine ont été saisies par la police aujourd'hui, la police qui enquête sur les circonstances de l'accident. Des dirigeants du groupe américain propriétaire de l'usine sont arrivés sur les lieux. Ils ont rendu visite aux victimes hospitalisées. Et en Allemagne fédérale, des inconnus ont lancé ce matin des cocktails Molotov contre une usine appartenant au même groupe. Ils n'ont fait que des dégâts matériels. En France, à Béziers, l'usine La Littorale, filiale du groupe américain, continue de fonctionner. Son entrée est interdite à la presse. Les mesures de sécurité y ont été renforcées. Patrick Esther. Des fûts anonymes dans une usine semblable à des milliers d'autres. Ces fûts sont vides, ils sont stockés à l'extérieur. Mais à l'intérieur de ces bâtiments appartenant à la Littorale de Béziers, d'autres fûts contiennent du méthyldiisocyanate, un produit classé jusqu'ici non comme toxique, mais simplement comme inflammable. Il aura fallu la catastrophe de l'Inde pour que l'on mesure son haut degré de risque. Cette usine entrepose 250 fûts à quelques centaines de mètres d'une ZUP de 20 000 habitants. Si le contenu d'un des fûts se libérait, il pourrait produire un nuage allant jusqu'à 40 km. Mais il n'y a pas eu de problème jusqu'ici à Béziers. Et le personnel reste confiant, ce qui ne l'empêche pas de réclamer de nouvelles mesures de sécurité. Disons que suite à la catastrophe qu'il y a eu en Inde, nous aimerions ce qui est une sécurité beaucoup plus forte que ce qu'il y a en ce moment. Parce que pour sécuriser surtout les habitants de Béziers et nous-mêmes aussi. En France, différents plans d'urgence existent pour faire face à une catastrophe industrielle. Le plan Orsec-Tox, créé en 1973, est spécialisé dans l'organisation de secours en cas d'accident chimique. Pourtant, force est de constater que même dans un pays développé, tout risque est loin d'être écarté. Il ne faut pas du tout se gargariser d'une très prétendue supériorité scientifique ou technologique. Les Indiens sont aussi forts scientifiquement et technologiquement que nous, et les Mexicains aussi, croyez-moi. Et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent misérablement autour des usines là-bas qu'il n'y en a pas également chez nous, même s'ils vivent moins misérablement. Et le risque de catastrophe existe dans toute l'industrie. Au PC de la sécurité civile, à Levallois-Perret, ces hommes sont prêts à intervenir à tout moment pour fournir la meilleure façon de lutter contre un accident. Tous les établissements dangereux sont répertoriés ici. Des scénarios ont été mis au point pour préparer l'évacuation des populations des zones à risque. Des équipes d'intervention s'entraînent en permanence. Masques à gaz, détecteurs ultrasensibles, antidotes, les armes sont choisies en fonction des risques connus. Mais ce que l'on sait surtout ici, c'est qu'un nouveau plan Orsec devrait être rapidement mis sur pied en concertation avec les industriels. Trop souvent, la sécurité civile reste à la porte des usines où seuls des services de sécurité privés peuvent intervenir. Il y aura effectivement des plans internes et des plans externes de protection qui, une fois établis, comprendront un certain nombre de consignes. Ces consignes seront présentées, commentées et diffusées aux populations, à l'image d'ailleurs de ce qui existe déjà autour des centrales nucléaires. Et oui, après avoir fait peur, le nucléaire devient un modèle de sécurité. Cette industrie qui date des années 60 n'a pu se développer que parce qu'elle s'est entourée de systèmes de sécurité importants. Et cette course effrénée contre l'accident est permanente. Sur ce simulateur, on apprend au personnel d'EDF à réagir aux accidents sans paniquer. De pareils simulateurs pourraient s'adapter à l'industrie chimique, mais celle-ci est souvent ancienne et manque parfois de moyens financiers. Pourtant, l'accident coûte toujours plus cher que la sécurité. Toujours au registre des risques toxiques, l'Europe s'apprête à suivre l'Amérique. À partir de 89, les automobilistes pourront alimenter leur voiture en essence sans plomb. Les ministres de l'Environnement de la Communauté se sont mis d'accord ce matin. L'Allemagne fédérale pourra introduire ce nouveau type de carburant dès 86. Conditions de sécurité déplorables dans beaucoup de mines de charbon à Taïwan. 32 mineurs au moins sont morts et 62 autres restent bloqués dans un puits envahi de fumée de dioxyde de carbone. Une explosion de gaz s'y est produite hier. C'est le deuxième accident de ce genre en un an à Taïwan. Sanglant règlement de compte à Madagascar. Plus de 50 morts dans la capitale lors d'affrontements entre jeunes délinquants et chômeurs.
Les problèmes du Proche-Orient à l'ordre du jour de la rencontre tout à l'heure à l'Élysée entre le président Mitterrand et son hôte israélien, le Premier ministre Shimon Peres. Sur le plan bilatéral, comme le Premier ministre le laissait entendre dans l'entretien qu'il nous a accordé hier soir, la France serait sur le point de vendre à Israël 2 centrales électronucléaires. Jean-Marc Ilouz. Pour cette première visite d'un chef de gouvernement israélien à l'Élysée depuis 20 ans, 1h15 d'entretien officiel, mais qui s'inscrivent, on le souligne de part et d'autre, dans la continuité d'une amitié déjà vieille de 30 ans entre Shimon Peres et François Mitterrand. Un capital que n'ont pu entamer les divergences traditionnelles entre Paris et Jérusalem. Le chef du gouvernement israélien l'a dit, il estime que les bons rapports noués par la France dans le monde arabe peuvent aider Israël à trouver les partenaires de négociation qu'il souhaite, à l'exclusion des Palestiniens de l'OLP. Comment normaliser les relations avec l'Égypte? Prendre langue même discrètement avec la Jordanie? Quel type de modus vivendi est-il possible avec la Syrie, au sud-Liban par exemple? Parce qu'à Amman, au Caire ou à Damas, François Mitterrand a tenu le même langage qu'à Jérusalem. Le président français peut être non pas un médiateur, la situation est loin d'être mûre, mais un intermédiaire écouté. On a peut-être bien également évoqué l'achat éventuel de 2 centrales nucléaires par Israël, mais pour l'instant pas de contrat ferme. Demain, le président Mitterrand, geste inaccoutumé, ira déjeuner à la résidence de l'ambassadeur d'Israël avant le départ de Shimon Peres samedi. Le Parti communiste réagit au troublant entretien que nous avons diffusé hier soir, l'entretien de Paul Amar avec le mystérieux Jean Fabien, masqué pour la circonstance, l'auteur du livre Le Kremlin PCF, Conversation secrète. Selon le bureau de presse du Parti communiste, Antenne 2 s'est ainsi livrée, je lis les termes du communiqué, Antenne 2 s'est livrée à une opération d'une incroyable grossièreté contre le Parti communiste et sa direction. Le communiqué précise que si Georges Marchais a refusé notre invitation de venir répondre ce soir dans ce journal, c'est parce que le secrétaire général et l'ensemble des membres du bureau politique du parti refusent de s'abaisser au niveau où se sont placés les auteurs de la mascarade d'hier soir. Je lis toujours le communiqué. Le parti nous encourage cependant à diffuser largement les propos que Georges Marchais doit tenir ce soir à la Mutualité. Réponse de la direction d'Antenne 2, en réalisant l'interview du porte-parole du groupe qui se fait appeler Jean Fabien, notre journal a fait son travail d'information. Nous avons encore tenté de le faire en invitant Georges Marchais à commenter lui-même cet entretien. Nous le ferons encore en rendant compte, comme d'habitude, des activités importantes du Parti communiste. La direction déplore que le secrétaire général ait une fois de plus décliné notre invitation à venir s'exprimer en direct. Raymond Barre et Jacques Chirac, pour une fois côte à côte. Cela s'est passé ce matin à l'Hôtel de Ville de Paris, où se déroulait la journée d'études du mouvement national des élus locaux. Le président du RPR a lancé à cette occasion, mais après le départ de Raymond Barre, un appel à la mobilisation de l'opposition contre toute modification du mode de scrutin. Jean-Louis Le Sel. On ne les avait pas vus ensemble, ou plus exactement côte à côte, dans ce genre de manifestation officielle depuis le 4 octobre 83, pour le 25e anniversaire de la Constitution de la Ve République. 14 mois plus tard, le moins que l'on puisse voir, c'est que ce n'était toujours pas l'enthousiasme. L'un, en présidentiable, a plaidé pour ces thèses économiques. Chacun sait qu'il ne peut y avoir de décentralisation réussie si les finances de l'État ne sont pas saines. L'autre, en présidentiable également, a plaidé pour ces thèses politiques. Nous n'avons pas encore tout à fait réussi à convaincre profondément l'opinion publique que cette union de l'opposition était non seulement une union tactique et rendue nécessaire par la situation politique, mais une union réelle et ressentie comme telle par tous les acteurs de la vie politique évoluant dans l'opposition. Seulement, cet hymne à l'union, Raymond Barre ne l'aura pas entendu. Il s'était éclipsé sitôt après avoir délivré son message. Ce matin, à l'Hôtel de Ville de Paris, on jouait brève rencontre, mais rencontre quand même. La CGT ne lève pas son mot d'ordre de grève à la CEITA, mais les fumeurs parisiens ne seront plus en manque. Le blocage du centre de distribution de la Plaine Saint-Denis a été suspendu. L'approvisionnement pourra donc reprendre en région parisienne comme il a repris en province. Mais les activités de production et de distribution de la Société nationale restent entravées par des grèves tournantes. La CGT, on le sait, refuse le nouveau projet de statut proposé par la direction. Alain Doubeski.
Les fumeurs de Paris et sa région devraient échapper au ramassage des mégots. L'angoisse du dernier paquet vide que l'on jette, c'est pratiquement fini. Au centre de distribution de la CETA de la Plaine Saint-Denis, 25 grévistes de la CGT sur un total de 150 ouvriers bloquaient la libre circulation des cigarettes depuis jeudi dernier. Leur porte-parole annonçait cet après-midi l'arrêt de leur action. Les travailleurs du MGTP, réunis en assemblée générale, ont décidé de suspendre le blocage du magasin de la Plaine Saint-Denis. Ils ont décidé de continuer la lutte sur d'autres formes pour mettre en échec le projet de la direction générale qui veut leur imposer un statut rétrograde qui remet en cause leurs droits acquis. C'est pourquoi les livraisons seront vraisemblablement perturbées dans les jours qui viennent. La distribution risque donc de ne pas être normale pendant quelques temps encore en région parisienne. Rappelons d'autre part qu'une manifestation nationale des ouvriers de la CETA est prévue lundi prochain. Maintenant, quand votre bureau de tabac sera-t-il réapprovisionné? Entre 1 et 10 jours selon sa date de livraison habituelle. En effet, les buralistes sont livrés régulièrement tous les 10 jours. Cette reprise des livraisons sera-t-elle durable? Vous permettra-t-elle de vous les rouler tranquillement? Difficile à dire. Car, mis à part la levée des sanctions contre 15 de leurs collègues, les grévistes n'ont pas obtenu d'assurance quant à l'avenir du statut des employés de la CETA. Les négociations à ce sujet sont prévues la semaine prochaine. Perturbation du trafic aérien aujourd'hui dans 3... Pour 1985, c'est moins rose. 3 milliards de francs de déficit. Parce que le 1% est supprimé, parce qu'il n'y aura pas de hausse de cotisation l'an prochain. Dernier point noir pour 85, la caisse d'assurance vieillesse, celle qui paie les retraites, accusera un déficit de plus de 7 milliards de francs. Sur 85, il faut faire attention, partout, tout le temps, sur tous les postes. Voilà ce qui est important pour 1985 pour la sécurité sociale, mais si nous faisons attention sur chacun des postes, nous réussirons à avoir un équilibre pour la sécurité sociale, c'est-à-dire à gérer bien l'argent des Français. 86, il faudra de nouveau trouver un équilibre, de nouveau savoir comment on fait pour équilibrer les recettes et les dépenses. Et si nous gérons bien, il n'y aura pas la peine d'appeler de nouvelles cotisations. Si nous gérons moins bien, ou si les Français ne nous aident pas à ce que 86 soit également équilibré, eh bien il faudra demander des nouvelles cotisations. Vent de panique à la Bourse de Paris ce matin sur le marché des obligations. Le marché s'est effondré après l'annonce par le ministre de l'économie et des finances, Pierre Bérégovoy, de la création d'un nouveau marché dès le début de l'an prochain par le biais de certificats de dépôt par les banques. Expliquez-nous cela, Philippe Sassier. C'est pas très facile, hein. Mais que fait Crécy, une entreprise, quand elle a des économies et qu'elle attend de savoir comment ça se servir? Eh bien, elle fait comme vous et moi, elle cherche à mettre cet argent dans une tirelire séduisante qui rapporte plus que les livrets de caisse d'épargne avec une fiscalité un peu plus attrayante. Elle place notamment son argent dans des obligations qui sont des emprunts lancés par d'autres entreprises qui, elles, ont besoin d'argent. Un livret de caisse d'épargne rapporte 6,5%, une obligation 13%, le double, mais le cours de cette obligation varie selon les événements. Ainsi, le 9 novembre dernier, la baisse du dollar a engendré une vente massive d'obligations et donc la chute de leur cours. Hier, M. Bérégovoy a annoncé la création d'une nouvelle formule de placement, les certificats de dépôt. Ils permettront aux entreprises de placer leur argent à court terme sans avoir besoin de passer par les obligations. Du coup, les vendeurs se sont de nouveau précipités et les cours se sont effondrés. Le ministère des Finances est, il faut le dire, un petit peu embarrassé par ce mini-crack qui s'explique peut-être par le fait que M. Bérégovoy, hier, n'avait pas donné tous les détails concernant ces nouveaux placements. En annonçant leur projet de façon plus rigoureuse, plus complète, les autorités financières pourraient peut-être éviter ce genre de mouvement de panique, Christine. Le président Mitterrand a ouvert ce matin les premières journées annuelles d'éthique médicale. À l'initiative du comité du même nom créé l'an dernier, elles ont pour but d'informer l'opinion sur les problèmes de plus en plus graves que posent les progrès de la biologie, qu'il s'agisse de reproduction artificielle, de génétique ou de recherche sur le système nerveux. Le chef de l'État a annoncé à cette occasion son intention d'ouvrir sur ce thème un débat international l'an prochain au niveau de la communauté européenne et aussi des Nations Unies.
Jugement du tribunal de Paris dans l'affaire qui oppose l'historien Laurent Wetzel au journal de l'association Buchenwald-Dora. L'historien avait été qualifié de pro-hitlérien par ce journal communiste parce qu'il avait repris les accusations selon lesquelles dans ce camp, l'ancien ministre Marcel Paul favorisait ses camarades communistes. Le tribunal de Paris a condamné le journal Le Serment et son directeur pour injure publique. Le fond du dossier sera examiné à Versailles le 18 décembre prochain. Début aujourd'hui devant la cour d'assises de Rennes du procès en révision de Daniel Debriel. Cet homme avait été condamné en 1977 à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir participé à un hold-up à Deauville. Il a toujours protesté de son innocence et la cour de cassation avait annulé le verdict de la cour d'assises de Caen, verdict demain soir. L'ex-empereur Bokassa n'ira pas se plaindre à l'Élysée. L'eau a été rétablie dans son château des Yvelines. Je veux rentrer dans mon pays, j'en ai ras-le-bol, répète l'ex-empereur. Place au sport maintenant, la plus grande joueuse de tennis du monde ne réalisera pas son rêve de remporter dans la même année 7 tournois majeurs d'affilée. Martina Navratilova a été éliminée hier en demi-finale des internationaux d'Australie, éliminée par la jeune tchécoslovaque Elena Suková, pourtant 10e joueuse mondiale. Suková, un nom que Navratilova connaît bien. Daniel Casal. Décidément, Martina Navratilova, tchécoslovaque naturalisée américaine, a bien des ennuis avec ses anciennes compatriotes. Le 15 janvier, Anna Mandlikova lui inflige sa première défaite de l'année. Aujourd'hui, Elena Suková, la fille même de son premier entraîneur, interrompt brutalement sa marche triomphale dans l'Open d'Australie et du même coup, une série record de 74 victoires consécutives. Martina rêvait de remporter à Melbourne son 7e tournoi du Grand Chelem d'affilée et de battre ainsi le record de Maureen Connolly et de Margaret Court. Elena Suková, 19 ans, 1m84, 10e joueuse mondiale, en a décidé autrement. Il faut dire qu'elle a de qui tenir. En juillet 62, sa mère, Vera Suková, atteignait la finale de Wimbledon. 20 ans après, Elena était championne du monde junior. Samedi, elle jouera la finale de l'Open d'Australie devant la numéro 2 mondiale, Chris Evert-Lloyd. En ski, surprenante victoire de la Suissesse Zoé Haas dans la première descente de la Coupe du Monde à Puy-Saint-Vincent. Partie en 37e position, elle a dépassé toutes les favorites et les Françaises sont loin dernières. Lionel Chamoulot. En piste, l'Allemande Marina Kiel, elle part en 3e position et réalise le meilleur temps en 1:26:30. Pour elle, le compte à rebours commence. Irene Eplé prend la 2e place, Kirchler la 3e. Les favorites sont battues. Kiel pense avoir remporté cette descente puisque les 35 meilleures concurrentes sont passées. Alors les organisateurs refont la piste pour le 2e groupe de descendeuses. La cérémonie protocolaire est même annoncée. Et surprise, la Suissesse AS, dossard numéro 37, 22 ans, qui n'a jamais réalisé de grandes performances et dans les temps. Elle est tellement dans les temps qu'elle bat l'Allemande Kiel de 5 centièmes de seconde et remporte la première descente de la Coupe du Monde. Des victoires comme celle-là, cela arrive une fois par saison. C'était le tour de Zoé Haas. La première française, Marie-Cécile Gros-Gaudonnier, termine 14e. Les résultats du quartet qui s'est couru à Vincennes aujourd'hui à l'arrivée, le 16, le 7, le 11 et le 15, 5 francs dans l'ordre rapportent 5 286 francs et dans un ordre différent, 440 francs 50. Et maintenant, Alain Chilot-Pétré avec une superbe pochette jaune va nous parler du temps. Oui, et d'un anticyclone, formidable. Il écrase les pluies. Regardez-le sur la photo satellite de la météo nationale. Alors on en a deux. J'en ai un ici sur l'Europe centrale et puis il y a toujours l'anticyclone des Açores. Ils ont fait leur jonction et cette malheureuse perturbation qui se trouve entre les deux est complètement écrasée. Résultat, eh bien, il ne reste plus que des nuages et des brouillards. Regardez la carte de demain, en milieu de journée. Après les brouillards qui seront quasiment généralisés, sauf sur la côte méditerranéenne, eh bien, ce sera du beau temps au nord-ouest, au sud-ouest un peu moins, et sur la Méditerranée. Et il ne subsistera que des nuages, donc, du Massif central à la Bourgogne et au nord-est, s'évacuant dans la journée vers le nord-est. Pour samedi et dimanche, ce sera bon au sud, ce sera moins bon au nord, mais enfin, c'est toujours anticyclonique. Pression en hausse, le thermomètre ne bouge pas. De 4 à 12 degrés sur la moitié nord, notez les 12 degrés de Paris et de Brest, douceur bretonne à Paris, c'est pas mal. Et de 8 à 17 degrés sur la moitié sud, 17 en Corse, moyenne nationale, aux alentours du degré, c'est normal. Demain, vendredi 7 décembre, 8 minutes de soleil en moins. Christine, vous avez 8h29 couché, 16h54. Et fêtez avec moi tous les Ambroises.
À 23h20, c'est Jacques Ségui qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie, et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.